Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 11 janvier 2022. Je continue ma lecture de Vie et doctrine des philosophes par Will Durant, un livre écrit dans les années 30 je pense, et dans la partie qu'il réserve à Francis Bacon, un philosophe anglais du XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle. Voilà, c'est en fait je lis le commentaire de Will Durant et puis qu'il parsème de citations de Francis Bacon, mais c'est surtout un prétexte à préciser ma philosophie que vous trouvez sur la mécanique universelle, sur le site mécaniqueuniverselle.net, où je développe l'idée d'une évolution de l'humanité vers sa perfection. Voilà, la montée progressive de l'humanité vers euh, un esprit supérieur qui est la sagesse, un esprit sage. C'est pas une question d'intelligence, c'est la sagesse, l'extase, l'amour, etc. Voilà, c'est ces sensations vers lesquelles l'être humain se dirige. Voilà. Et pour trouver les références, il faut aller lire la mécanique universelle. Alors je continue ma lecture. Je suis vers la fin et en fait c'est un petit peu l'analyse de ce que voulait faire Bacon, le travail qu'il voulait réaliser en somme. Alors, mais induction ne signifie pas simplement énumération de toutes les données. Il voulait rassembler toutes les données, toutes les connaissances du moment pour faciliter la compréhension de l'humanité à son propre sort, à son propre devenir. Donc c'est une tâche extraordinaire, une tâche héroïque d'une certaine façon à laquelle s'est attaché Francis Bacon. Voilà, une simple énumération pourrait être sans fin et sans utilité. Aucune masse de matériaux ne peut à elle seule constituer la science. L'enquête, ainsi comprise, serait comme une chasse en pays découvert. Nous devons rétrécir et éclore le champ de la recherche pour mieux capturer notre proie. La méthode d'induction doit comporter une technique pour la classification des données et l'élimination des hypothèses. Une seule hypothèse doit finalement rester après l'annulation progressive de toutes les autres explications possibles. En fait, c'est le début de la science rationnelle. Donc on sort du Moyen Âge, on rentre dans la Renaissance, et voilà, et à partir de là, on commence à vouloir être rationnel, je pense. Mais en fait, le Moyen Âge voulait être rationnel aussi, simplement avec ses propres données. Il était, voilà, l'alchimie, c'était les scientifiques, ils étaient équivalents à nos scientifiques actuels. Simplement, ils travaillaient avec ce qu'ils avaient à l'époque. L'élément le plus utile de cette technique est peut-être la table de degrés qui enregistre les cas où deux qualités ou conditions croissent ou décroissent en même temps et qui par là suggère une relation causale entre les phénomènes qui varient simultanément. C'est très intéressant tout ça parce que pour l'analyse, je pense que je suis dans la même quête. Rassembler l'ensemble des connaissances pour démontrer que l'humanité ne peut pas ne pas aller vers sa perfection, qu'on évolue forcément vers notre perfection. Et notre perfection, c'est la perfection du comportement, la maîtrise complète de notre comportement, la maîtrise de notre psychisme, de notre psychologie, arriver à assainir complètement l'esprit humain de toutes ces pathologies qui sont liées à la transformation d'un primate naturel en humain abouti. Dans cette période de transformation, nous sommes pleins de pathologies, voilà, c'est comme ça.
Et en fait, ce n'est pas des pathologies, c'est la mécanique de transformation de ce primate en humain qui engendre des réactions, puisqu'on doit contraindre nos pulsions, la pulsion de s'affirmer aux dépens d'autrui, la pulsion de l'agressivité, la pulsion, voilà, de toutes les pulsions que nos cousins primates naturels, les chimpanzés, les gorilles, etc., ont du mal à gérer. Parce qu'ils n'ont pas besoin de les gérer. Dans la nature, voilà, l'organisation, la façon dont les dominants prennent le pouvoir a une sorte de technique qui est liée à la nature et qui est en parfaite harmonie avec la nature. Mais nous, en sortant de cette nature, nous avons dû transformer, culturaliser, rendre culturelles nos réactions naturelles. Voilà. Et donc apprendre à les maîtriser. Il y a cette partie-là. Il y a la maîtrise de la nature, la maîtrise parfaite de la nature, c'est-à-dire vraiment utiliser ce paradis dans lequel nous sommes, il faut l'avouer, mais de manière absolument propre, absolument respectueuse et absolument qui n'abîme pas cette planète. Donc l'humanité parviendra à trouver son énergie du soleil sans aucune pollution, sans abîmer la planète, sans déchets, etc. Elle parviendra à s'alimenter sans avoir besoin de cette débauche dans laquelle nous sommes actuellement et qui engendre des milliards de têtes de bétail, etc., qu'on doit de temps en temps tuer parce qu'ils attrapent une maladie à cause de notre inconscience, bien souvent, comme la vache folle, etc. Donc on doit arriver à maîtriser notre environnement pour que chaque être humain, partout où il passe, donc si le comportement, si nous sommes arrivés à la paix universelle, si nous avons lié l'humanité à une vision sociale universelle, généreuse, où chaque être humain a juste de quoi trouve ce qu'il lui faut, n'a plus besoin n'est plus en manque de quoi que ce soit, n'a pas besoin d'envier son prochain, n'a plus donc l'envie, la jalousie, enfin toutes ces valeurs négatives qui sont des moteurs pour nous encore, hein, mais qui sont préjudiciables à l'humanité si elle atteint son état de sagesse, de béatitude, d'extase. On peut plus, elle pourra plus comporter en son sein des comportements violents, prédateurs, etc. Donc il faut que ça soit l'ensemble de l'humanité qui atteigne cet état de sagesse. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de crainte et qu'il n'y ait pas de danger, que l'homme ne soit plus un danger pour l'homme. Il faudra que l'humanité parvienne au degré où l'homme ne sera plus jamais un danger pour l'homme. Voilà. Et à ce moment-là, l'environnement et le questionnement. Il faudra que l'humanité ait répondu à l'ensemble de ces questions profondes, métaphysiques. Qui sommes-nous, où allons-nous, donc le sens de l'humanité, mais également ce qu'il y a derrière l'univers, qu'est-ce qui se passe après la mort, etc. Les questions métaphysiques fondamentales. Et donc ça, on va vers cette direction. Et donc c'est aussi ma recherche d'une certaine façon de pouvoir regrouper l'ensemble des connaissances. Et un jour, je pense, les ordinateurs, dans quelques décennies, peut-être siècles, les ordinateurs auront atteint un tel niveau
de calcul qu'ils pourront prévoir, prédire le sens de l'évolution en rentrant dans leur moyen de calcul l'ensemble de ce qui s'est fait dans l'humanité, tout le passé, et en projetant une flèche, en projetant cet axe du passé vers le futur, arriver à dire, ben voilà, dans le futur, ça sera, nous atteindrons telle position, qui est, selon moi, intuitivement parlant, c'est comme ça que je l'ai découvert, l'extase, la sagesse, le bonheur suprême, enfin voilà, l'apothéose de l'humanité. Alors, partant de l'expérience dûment ordonnée et définie, non pas de l'expérience faite au hasard et grossièrement, elle tire des axiomes et les axiomes établis sur le principe d'expérience nouvelle. Nous avons là, comme plus loin, dans un passage où Bacon parle des résultats d'expérience initiale, première vendange, qui doivent diriger la recherche ultérieure, une reconnaissance explicite, sinon adéquate, de cette nécessité de l'hypothèse, de l'expérience et de la déduction que d'après certaines critiques, Bacon aurait entièrement méconnu. Nous devons aller à la nature au lieu de nous référer aux livres, aux traditions et aux autorités. Là, je ne suis pas d'accord, parce que justement, le livre qui devient l'ordinateur, qui devient la puissance de calcul, eh ben, c'est ce qui résoudra le problème. Bien sûr qu'à l'époque, le livre c'était pas possible. Il n'y avait pas moyen de rassembler l'ensemble des connaissances dans un ordinateur pour en extraire la quintessence. Il fallait des bibliothèques et encore les connaissances n'étaient pas... on ne pouvait pas se baser sur le livre. Mais maintenant, c'est possible. L'humanité a fait un tel chemin entre Bacon et nous, dans ce sens-là, dans le sens de la connaissance, de l'accumulation de la connaissance et de la capacité à la transmettre et à en extraire la quintessence. Nous devons la soumettre à la torture et la forcer à témoigner, écrit-il, même contre elle-même, de sorte que nous puissions la maîtriser pour arriver à nos fins. Donc il y avait une vraie début de toute puissance de l'humanité occidentale là, qui se croyait comme maître et possesseur de la nature et de la vie, de la connaissance, enfin bref, il y avait une sorte d'exaltation qui a duré jusqu'à la guerre 39-40 en somme, jusqu'à ce qu'on soit écœuré du progrès de la science, de la technique, etc. Parce qu'elle était mal utilisée, pas en elle-même. La technique, la science, elle est extraordinaire pour l'humanité. Si on a les moyens d'avoir une technique propre, de faire quelque chose de totalement propre. La seule chose, c'est que les pulsions humaines, les pulsions de nos dominants sont encore trop guerrières, trop trop violentes, trop égocentriques, trop narcissiques pour pouvoir parvenir à rendre idéal le progrès. Le progrès, voilà, les dominants arrivent tout le temps à le prendre pour en faire de la guerre. 1 milliard ou 100 milliards aux États-Unis pour l'armement, pour mettre des chercheurs à chercher comment détruire l'autre, c'est tout simplement aberrant pour une conscience élevée comme la nôtre maintenant. On trouve que, et surtout maintenant qu'on a compris qu'on est sur un village planétaire, qu'on est universellement interdépendants, qu'on va vers l'unité, qu'on a construit toutes les bases de l'unité, l'ONU, l'OMS, l'OMC, l'UNESCO, etc. On a construit toutes les structures pour
fonctionner universellement. La conscience des peuples populaires, des gens ordinaires, elle est déjà apte à la paix, à la fraternité, au voyage, à la rencontre paisible, sans violence, etc. C'est les dominants simplement qui sont dans un mécanisme de pouvoir, d'enrichissement à outrance, de domination, de peur de l'adversaire, donc de paranoïa, enfin toutes les pathologies que le système dominant a en fait et qu'il induit dans l'humanité. Mais ça, c'est en perte de vitesse. Voilà, ça va s'atténuer. Les dominants vont commencer à comprendre. Ce seront les derniers à comprendre parce que leur état d'esprit est radical. C'est ce qui leur permet d'être téméraires, d'être voilà, sourds aux choses et de pouvoir avancer même dans l'adversité. Donc c'est toutes leurs qualités qui sont là. Ça fait partie de leurs qualités, mais c'est aussi leurs défauts. Voilà, ils ont un esprit qui n'est pas malléable comme le peuple. Et c'est pour ça qu'on est arrivé en démocratie, la souveraineté du peuple. C'est-à-dire que si les dominants étaient déjà démocrates, eh ben, il regarderait l'état d'âme du peuple, ce qu'il veut, et il se soumettrait à l'autorité du peuple. Il fabriquerait cette humanité en fonction des demandes du peuple. Et le peuple, il ne demande pas d'aller mettre 100 milliards dans de l'armement. Il ne demande pas d'aller engager des guerres en Irak ou ailleurs, ou Yémen, ou sur tous les coins du monde. Il ne réclame pas ça, c'est pas lui qui le réclame. C'est quelque chose qui se fait par-dessus lui. Donc par-dessus la démocratie, en fait. Et c'est pour ça que certains disent on n'est pas en démocratie. Alors oui, on est en démocratie faible, en démocratie de bébé, qui n'a pas encore commencé son évolution, qui n'a pas encore progressé dans l'humanité. Mais ça viendra, voilà. Et si ça se passe comme ça, si les dominants ont encore besoin d'aller user leur testostérone, d'aller user leur narcissisme, d'aller user leur orgueil, ou d'aller maîtriser l'orgueil de l'autre, de l'adversaire, ça a du sens. C'est qu'il faut encore en passer par la violence pour baisser notre niveau d'orgueil, notre niveau de narcissisme, notre niveau de désir de toute puissance. Voilà. Les groupes guerriers contre lesquels l'Occident est allé combattre, même s'ils ont été d'une certaine manière mis en place par l'Occident, ils sont partis, ces groupes-là, avec un orgueil démesuré, avec l'idée de pouvoir remettre une sorte de peuple de guerriers tout-puissants, etc. Et voilà, ils ont subi les foudres de la guerre et jusqu'à perdre cet égocentrisme, ce narcissisme. Donc il y a du sens à la guerre. Il y a du sens à la guerre du Vietnam où les Américains ont dû dévaluer leur désir de toute puissance, leur croyance au fait de pouvoir dominer tout ce qui touchait. Voilà, ils ont dû prendre conscience qu'ils n'étaient pas tout puissants. Et c'est ce qu'ils sont en train de découvrir en Afghanistan. Mais alors, quand on sort de ces moments-là, on se rend compte que l'idée de la force qui a été employée par exemple en Afghanistan, c'était une erreur totale. L'idée de mettre en guerre l'Afghanistan, de soutenir une guerre à l'époque contre l'URSS, entre le capitalisme et le communisme, voilà,
les conséquences de tout ça, si on les analyse, on se rend compte que c'est une perte de temps, d'énergie, de tout, quoi, d'humanité, pour rien, pour arriver à quelque chose d'encore pire, de plus dur que ce qui était préconisé, alors que ce pays, dans les années 70, était en train de s'ouvrir, était en train de, de, de se, de s'ouvrir à la liberté. Et ben voilà, on replonge le monde dans un système archaïque. Et c'est complètement absurde. C'est là où les dominants sont vraiment des ignorants, c'est les dominants guerriers comme ça. Parce que quand certains disent, eh ben, on va vous ramener au Moyen Âge, par exemple. Voilà, c'est des choses qui se disaient avant la guerre ou avant. Et, mais c'est une aberration, puisque nous, maintenant, nous vivons sur la même planète. Donc si nous faisons des moyenâgeux, ben, il faut en supporter les conséquences après. On circule sur cette planète. Cette planète, elle est destinée à être complètement ouverte à ce que les hommes circulent librement sur ce paradis qu'il finira par devenir. Alors ça mettra peut-être un siècle, 2 siècles pour arriver à métamorphoser la psychologie des dominants et les amener à être des démocrates et des respectueux des valeurs et des désirs du peuple. Mais ça sera fait. C'est pas eux c'est pas leur petit passage sur Terre qui fait que, bon, ben oui, ils sont allés bombarder là-bas, ils ont un sentiment de toute puissance, mais c'est rien, c'est peanuts dans l'évolution de l'humanité. C'est rien du tout. Ça n'a pas de sens. Donc la seule chose qui a du sens, c'est qu'ils prennent conscience. C'est pas qu'ils agissent sur leur pulsion basique, leur désir de thésauriser les richesses, de piller les peuples qu'ils bombardent, etc. Ça n'a pas de sens, ça. Voilà. Mais c'est une prise de conscience qui doit être faite. Et malheureusement, nous ne sommes pas encore dans un moment de grande conscience. Ça commence à arriver. Il y a justement l'adversité. On pourrait croire que c'est d'ailleurs de l'adversité. Pour moi, ça n'en est pas. Mais par exemple, ce virus est en train de nous obliger à nous fédérer, à nous unifier mondialement. Et s'il insiste, s'il continue, s'il s'impose comme une sorte de réalité sur cette planète, ça va être pour que nous soyons obligés de nous unifier et d'arrêter les petites guéguerres, les problèmes, les mouvements de menton, voilà, les dictateurs démocrates qui sont au pouvoir depuis le néolibéralisme. Et pour arrêter leur état d'esprit et changer de modèle. Alors c'est peut-être pas encore, et peut-être qu'on doit aller encore plus bas dans le chaos en appelant des dirigeants encore pires que ceux que nous avons, eu jusqu'à présent, mais depuis le néolibéralisme, je parle, mais c'est possible qu'on soit obligé de passer par le pire. Mais du pire, il sort toujours le meilleur. Des gros dictateurs psychopathes du XXe siècle, les Hitler, Mussolini et compagnie, et ben oui, ils sont arrivés à jubiler quelques années, je veux dire, de leur toute-puissance, de leur narcissisme. Mais ça n'a pas duré tellement longtemps et l'humanité s'est rassemblée pour les massacrer, pour les ramener à néant, justement, et à la sortie de ça, pour développer encore plus de valeurs sociales avec
les compagnons de la résistance, tout ce qu'ils ont mis en œuvre après la guerre, avec De Gaulle, et voilà, ça a été quelque chose d'énorme au niveau social. Il y a eu une embardée, une évolution qui n'aurait pas été faite sans cette guerre. Et on n'aurait pas, sans cette guerre, on n'aurait pas posé des lois universelles contre les crimes contre l'humanité, etc., etc. Alors, elles sont là, elles ont du sens, il y a quelque chose qui a du sens, on ne peut pas le comprendre et on doit être révolté contre cette ignominie qui se passe. Et ce que j'ai dit juste avant sur nos dominants actuels, etc., sur l'esprit faible des dominants par rapport au peuple, ça répond à cette déception qu'on peut avoir devant ce qui se passe. Mais au final, ça doit se passer. Les choses qui se passent doivent se passer. Donc tout ce qui arrive dans l'humanité ne pouvait pas ne pas arriver. Tout ce qui advient là, par exemple dans ce moment où la désunion se fait sur tout le marché, le néolibéralisme a imposé non seulement à étirer la distance entre riches et pauvres, a appauvri, a mis des gens dans la précarité absolue et des riches capables d'acheter des pays de l'autre côté. Non seulement elle a maltraité les ouvriers, le néolibéralisme, il a maltraité les ouvriers, il maltraite les ouvriers depuis 40 ans. Non seulement il a ramené une sorte d'esclavage en délocalisant les entreprises pour les envoyer, pour aller chercher des ouvriers en Inde, au Bangladesh ou voilà, dans les pays pauvres, pour les exploiter comme les pères de ce patronat occidental le faisaient au XIXe siècle, pour retrouver les mêmes ouvriers, la même servilité qu'au XIXe siècle. C'est une honte, c'est quelque chose de scandaleux, mais voilà. Si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. C'est catastrophique, c'est terrible de le constater. Et on ne peut pas se résigner à ça. Même si on sait, même si je sais que c'est voilà, c'est la mécanique. C'est la mécanique qui est comme ça, de l'humanité. On doit passer, comme l'adulte doit passer par l'adolescence et toutes ces choses incohérentes, qui semblent incohérentes, tout ce qui, sa violence, c'est ci, c'est ça, tout ce qu'on doit vivre dans cette adolescence, cette souffrance qu'on doit vivre pour devenir adulte, eh ben, c'est la même chose pour l'humanité. Elle doit passer par ces catastrophes, elle doit passer par ce pire pour sortir et dire bon, plus jamais ça, etc., etc. Voilà, et faire évoluer l'humanité. Mais c'est très fragile tout ça. Donc il faut beaucoup il faut travailler, voilà. Il faut que chaque être humain de bon vouloir œuvre au bien de cette humanité. C'est ce qui se passe, hein, d'une certaine manière. Tout le monde œuvre au bien de l'humanité. Voilà, même le pire construit le meilleur. Voilà, je vais arrêter là. J'ai beaucoup digressé, mais c'est pas grave. Voilà, je vous remercie et je le dis jamais, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est bien peut-être si vous appréciez, de me le dire. Voilà, au revoir.